bonsoir, chers téléspectateurs, followers et viewers de Focus Télévision. Donc, nous voilà sur un nouveau numéro, donc d'entretien spécial, avec un invité très spécial, qui est donc le maire de Kolda, M. Mamboy Diao, qui était aussi donc candidat à la présidentielle de 2024. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci, monsieur le Voilà, maire. tu me permets de saluer tous ceux qui peuvent nous regarder à travers votre plateforme Allez-y. et en même temps de vous féliciter pour toutes les initiatives que vous avez dans le cadre de vos efforts personnels pour pouvoir aujourd'hui informer dans les meilleures conditions. Et ce sont des sujets qui doivent nous interpeller tous parce que l'entrepreneuriat jeune, ça c'est un des exemples avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc vous avez tous mes encouragements, vous et votre équipe. Merci, monsieur le Et maire. je salue toutes les personnes qui auront eu la gentillesse de nous regarder à travers votre fleur. Merci. Donc, tout d'abord, nous profitons aussi de l'antenne pour vous remercier de l'entretien que vous nous accordez aujourd'hui. Nous allons vous permettre donc de vous adresser au Coldois. Vous êtes aujourd'hui à 2 ans, 5 mois, si je ne me trompe, de votre mandat, de votre premier mandat. Donc, sur les réalisations qui se sont passées, donc tout ce que vous aviez comme projet, monsieur le maire, nous vous laissons donc la libre pensée donc de vous exprimer, d'expliquer ces 2 ans, 5 mois. Donc, vous êtes déjà à mi-parcours de votre mandat. Mais avec un respect critique, vous allez me rapporter ce Bien qui peut sûr, se dire par les autres. Ça me permet de mieux me défendre. Sinon, si je déroule, ça peut ne pas être bien compris par ceux qui vont pouvoir écouter. Donc, vous avez la liberté de... On n'a pas préparé l'émission, mais je vous dis que vous avez la liberté de poser toutes les questions que vous voulez. il y aura des relances donc qui Voilà. viendront au cours de Inch'Allah. l'émission. D'accord. Donc voilà la raison pour laquelle donc, je voulais que vous ayez donc la liberté d'étaler donc du point de vue infrastructure, du point de vue vote de budget, ce que vous avez pu étaler du moins du début de votre mandat, février 2022, jusqu'au mois de juillet 2024. Mhm, mhm. Comme vous le savez, nous avons sollicité les voix des Coldois en basant notre offre politique sur la base de la notion d'attractivité. L'attractivité économique, l'attractivité sociale, l'attractivité sportive et culturelle. Avec pour chacun de ces jalons-là, un ensemble d'idées, de projets, de programmes qu'on avait soumis aux populations. Et je pense que c'est peut-être ça qui avait fait l'innovation et qui avait fait une forte adhésion qui avait découlé du processus électoral et qui nous a amené à la tête de l'équipe municipale. Pour ceux qui connaissent Kolda, hein, nous devions déjà nous organiser pour créer un cadre de vie assez attractif. Ça a été le premier chantier. Nous étions, c'est vrai, une ville capitale de région, mais nous n'avions rien d'une ville. Déjà, du point de vue des commodités, dans le cadre de vie, il y avait beaucoup de difficultés. Les espaces publics ou les espaces qui accueillent le monde étaient mal organisés. Donc, nous avons fait l'effort d'abord de rendre cette ville-là propre, très propre, au point que je suis très amusé parfois sur TikTok. Je vois un des influenceurs de Kolda faire toujours une question là, je ne sais même pas qui c'est, mais j'aurais bien aimé le connaître, qui dit, mais est-ce que vous savez où c'est dans Kolda? Et je vois avec plaisir que c'est déjà ma ville est propre et que pour la plupart, tout ce que nous attendons d'une ville, nous l'avons. Et donc, nous nous sommes battus pour rendre la ville propre. C'était le premier enjeu. Le deuxième, c'était pour créer au moins une bouffée d'air dans le cadre de la circulation des personnes et des biens. C'est ce qui nous a valu toutes les démarches que nous avons faites au niveau du marché central. Et nous avons imposé un plan de circulation qui permettait vraiment que les commerçants puissent travailler en toute liberté, mais que les populations scoldois se sentent en sécurité parce que la circulation était telle que les sinistres pouvaient arriver à n'importe quel moment. Ouais. En dehors de ça, le premier enjeu que nous avons pris en compte, c'était surtout en matière d'assainissement. Pour ceux qui connaissent Kolda, d'ailleurs c'est l'actualité, hein, nous sommes au mois de juillet, Oui, nous ne sommes même pas au mois d'août, vous voyez que les inondations sont l'actualité dans tout le Sénégal. exactement. Pourtant, il n'y a pas d'inondation à Kolda. En fait, sauf maintenant, il y en a qui filment quand il pleut. Maintenant, ça, je pense que c'est juste pour s'amuser. Mais ceux qui savent ce que c'est que les inondations savent que c'est des quartiers entiers qui sont interdits d'accès où il peut y avoir même un déplacement de population. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est de travailler avec les services techniques de l'État pour qu'on sache comment apporter une réponse à cette question. Parce que beaucoup de familles connaissaient des sinistres avec des maisons qui tombaient. Oui, en Donc, effet.
naïvement, dans le programme même qu'on avait soumis au Kolda, on parlait de bassin de détention. Mais les services techniques nous ont dit que la chance de Kolda, c'est de tracer sur le lit du fleuve Casamance. Et que donc, l'exutoire naturel pour l'eau, c'était le fleuve. Donc, il fallait juste qu'on ait les voies de circulation d'eau, qu'on les aménage pour que les points de tension qui nous valaient ces sinistres-là en période d'hivernage plutôt, soient derrière nous. Et c'est pourquoi vous voyez que dès la première année, au niveau de Sarekemo, nous avons pu soulager les populations. Nous nous sommes inscrits quand même dans un plan de séquence, parce que vous savez que nous n'avons pas les mêmes budgets que les grandes communes du Sénégal, mais nous avons séquencé les investissements de sorte que d'abord Sarekemo, la partie gauche en quittant Kolda, a été notre premier axe d'intervention. Ensuite, si vous le voyez, cette année, d'ailleurs jusqu'à cette année, tous les efforts ont été faits pour que tout l'axe Sarekemo jusqu'à Gadapara soit maintenant assaini avec des ouvrages qui sont déjà sur place et qui permettent vraiment qu'on soulage davantage les populations. De la même manière, dans la zone de Bantangel, pour ceux qui savent aussi, c'était une situation très difficile que vivaient les populations en période hivernale. Je me rappelle même que l'imam de Bantangel se plaignait de l'inaccessibilité de sa mosquée pendant l'hivernage. Mais pour ceux qui connaissent cette zone, cette année, déjà, même quand même on n'a pas fini les ouvrages de pavage, mais nous avons fait les ouvrages d'assainissement qu'il fallait pour que l'eau ne stagne plus ou qu'elle n'envahisse plus les ménages. Donc, de la même manière, à Sintiantontro aussi, il y avait cette partie qui concernait le radier. Les travaux ont été très difficiles, hein, je t'avoue, parce que très souvent aussi, avec l'indiscipline de certaines personnes, il nous est arrivé de voir que des personnes construisaient au milieu de la rue. Donc, c'était difficile de pouvoir les déplacer pour pouvoir faire les investissements qu'il fallait. Mais Dieu a fait que ça nous a retardé, c'est vrai, c'est pourquoi nous sommes en plein chantier alors que nous sommes en hivernage, mais nous avons pu avancer. Et aujourd'hui, ce sont des quartiers qui ont été soulagés. Donc, en matière d'assainissement, les efforts ont été faits pour ces quartiers qui étaient les plus difficiles, Gadapara, Sinthiang, Gadapara, donc Sarekemo, Sinthiang Tunturu, Bantangel. L'enjeu maintenant, c'est à N+1. Inch'Allah, ce sera Ilel. Parce que là aussi, c'est une zone où il y a une forte tension pendant les périodes hivernales. Et Inch'Allah, ce sera notre préoccupation l'année prochaine parce que nous ne pouvons pas tout faire. Mais nous sommes battus, donc à 6 kilos aussi, si vous voyez la zone de 6 kilos nord, c'était une zone très difficile. Et là aussi, on avait mis les ouvrages d'assainissement qu'il fallait pour au moins qu'on soulage les populations. Donc ça, c'est ce que nous avons fait en matière d'assainissement. Et nous continuons. Donc, en amont, nous faisons des opérations de curage et qui montrent le niveau d'incivisme de certains aussi. Malheureusement, on voit des situations aberrantes. On a fait des opérations de curage, des gens viennent jeter des déchets solides dans les canaux et on oublie que c'est eux, parce que ce sont les riverains qui le font. Et ils le font, ils sont les premiers sinistrés. Mais nous continuons au quotidien, à chaque fois qu'il y a une situation difficile, nous continuons à aller sur le terrain pour pouvoir soulager les populations. L'enjeu, c'est que aucun coldois ne soit déplacé du fait de cette période hivernale. Ça aussi, c'est quelque chose que nous pouvons dire à l'actif des coldois. Ensuite, nous avons fait beaucoup en matière d'électricité, parce que ça a été un grand problème. Beaucoup de jeunes coldois ont pu s'en plaindre, surtout dans les médias sociaux. Et l'année dernière, puisqu'il y a eu un report d'investissement du fait du stade municipal qui n'était pas disponible, nous avons quand même mis une grosse enveloppe en matière d'éclairage public. Ça nous avait valu vraiment beaucoup de quartiers, surtout les quartiers nouveaux, que les gens aiment appeler quartiers périphériques. Donc nous avons fait beaucoup d'investissements dans une première salve hein, d'investissement, parce que cette année aussi nous allons en faire, et qui avait donné satisfaction. Malheureusement, comme vous avez pu le voir pour le pont Hillel, où des gens sont partis dévisser des écrous, des gens sont partis saboter les poteaux électriques, parce que simplement, ils ne veulent pas qu'on montre que la commune travaille. Bon, ça, c'est les coldois qui vont apprécier ça. C'est quand même dommage que pour des questions de vandalisme ou de politique, qu'une équipe municipale travaille et que d'autres viennent saboter le soir parce que simplement, ils veulent faire de la politique pour dire que les gens ne travaillent pas. Mais c'est pourquoi ils sont élus, c'est de travailler une équipe municipale. C'est notre boulot, on le fait. Donc, je vais essayer de faire vite, hein, parce que je ne peux pas tout vous lister. Oui. En matière d'éducation, la première décision que j'avais prise, parce que je l'avais promis au Kolda, c'est de dire que mon salaire va servir à trouver une résidence d'étudiants de Kolda à Dakar. Oui. Parce que très souvent, ils ont pu avoir quelques appartements. Donc, d'ailleurs, moi-même, j'ai pu en chercher de temps en temps pour eux. Mais dans l'histoire de Kolda,
C'était la première fois qu'on avait une maison dédiée aux étudiants de Kolda à Dakar. Et ça, c'était pour répondre à la déperdition que nous avions, parce que nous avons beaucoup de jeunes bacheliers qui partaient, mais qui n'avaient pas les conditions idoines pour pouvoir rester. Et c'est la première année qui est toujours difficile. Oui, Et beaucoup rentraient en cours de route. Cet immeuble-là, il est là-bas depuis plus de 2 ans, et il est à la disposition des étudiants coldois, sans que je n'y ai mis pied. De la même manière, nous continuons à accompagner les amicales dans toutes les autres universités. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai été informé que les étudiants de Bambay avaient à nouveau un problème de location. Quand bien même nous sommes en train de construire une résidence d'étudiants Kolda, je pense qu'il n'y a pas de commune au Sénégal qui vont dans les universités pour construire une maison d'étudiants. Donc nous avons lancé le projet à Ziguinchor, un projet qui est à l'arrêt, c'est vrai, à cause justement du litige foncier de ce quartier-là, mais où les fonds étaient déjà domiciliés à Ziguinchor. Celui de Bambay aussi avait commencé. Donc, c'était les deux premiers. Pour Dakar, il y avait un problème de disponibilité de site parce que l'amicale des étudiants de Kolda à Dakar avait un site, mais pour le moment, que nous n'avons pas pu avoir à notre disposition pour faire le travail. C'est comme ça que nous allons le faire. À Saint-Louis aussi, ils avaient assez de terrain que j'avais mis à leur disposition et ils étaient en train de voir comment céder l'un des terrains pour pouvoir construire la maison de l'étudiant. Ça aussi, c'est peut-être pas la compétence de la mairie, mais moi, je considère que quand on se bat pour une collectivité, on regarde aussi l'avenir et on le construit avec ceux qui peuvent nous suppléer demain. En matière d'éducation, ici à Kolda, la première préoccupation que j'avais, c'était le danger auquel étaient exposées nos jeunes filles dans les écoles élémentaires. Et c'était une aberration que nos écoles n'aient pas de bloc d'hygiène pour nos filles. Vous savez tous que avec ces histoires de pédophilie et de danger auxquels sont exposées les jeunes filles, c'était pas bien. Et donc, pour ceux qui connaissent aussi, il y a des périodes où, si on ne parvient pas à leur restituer leur dignité de femme, il pouvait y avoir des problèmes pour la fréquentation de l'école. Donc, nous nous sommes battus, nous sommes à plus de 20 blocs sanitaires qui ont été construits dans les écoles, à plus d'une quinzaine de salles de classe qui ont été construites, sans compter les salles de classe qui ont été refaites, soit par les toitures, soit par certaines autres commodités qui manquaient, etc., etc. Les fournitures scolaires, maintenant c'est entré dans l'agenda de la mairie. À chaque début d'année, vous avez une cérémonie de remise de fournitures scolaires et l'inspecteur de l'éducation et de la formation est le meilleur témoin pour dire que vraiment ce sont des soutiens impactants. Et de la même manière que nous continuons à résorber le déficit de table blanc. Voilà en matière d'éducation ce que nous faisons. En matière de santé, vous voyez au moins comment nos postes de santé et le centre de santé sont aujourd'hui dotés. Mais nous avons cette année d'ailleurs fait un effort que jamais une collectivité territoriale n'a fait au niveau de Kolda. Nous sommes à plus de 35 millions d'investissements en matière de matériel médical qui vont être achetés et qui vont être mis à leur disposition. Tout ça, c'est parce que le relèvement du plateau sanitaire dans les postes de santé et dans le centre de santé permet de soulager les populations. Tout le monde sait que l'hôpital régional devait être le dernier niveau de fréquentation pour certaines pathologies. Donc là où la fréquentation est la plus voulue par les populations, c'est là les soins de santé de proximité. Exactement. Là aussi, en dehors de la mise à disposition de matériels médicaux ou de médicaments, nous sommes dans une phase d'investissement ardu, de construction de logements de sage-femme ou de maternité ou d'ICP, etc. Nous en avons fait déjà, nous en avons fait plein. Nous continuons à en faire dans le cadre du budget de cette année, etc. etc. Donc, tout ça a été fait en matière d'éducation avec des séquences qui ont été bien définies. J'aurais pu, dans chaque secteur, vous dire ce que nous avons fait. Dans le cadre de l'attractivité de la ville, j'ai voulu à un moment innover parce que je me disais que même si ce n'était pas une compétence de la mairie, mais la question de l'emploi des jeunes était une question lancinante chez nous. Et pour ça, il fallait qu'on ait une approche où on crée une attractivité économique au niveau local, à charge pour les jeunes de s'en saisir. On a créé un guichet pour eux, mais malheureusement, la fréquentation était presque nulle. Donc, ça nous a amené à avoir d'autres mesures palliatives. Par exemple, à avoir une convention pour aider les jeunes coldois qui sont dans le transport à disposer de permis de conduire. Des initiatives comme ça à aider dans l'accès au financement, etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes passés à un autre palier. Dans le budget de cette année, nous avons acquis carrément une usine de fabrique de pavage. Donc, l'objectif, c'est de l'amener, de former des jeunes de Kolda et qu'eux-mêmes se constituent comme une unité économique indépendante qui permet de... Moi, l'avantage que nous avons, nous, c'est de générer des emplois et après de créer une attractivité économique parce que c'est une unité industrielle qui n'existe pas dans la Casamance naturelle. Donc, si vous l'avez à Kolda, vous pouvez
Vous avez déjà un marché Voir naturel pour les 3 exactement les régions, autres sans régions. compter Tambacounda et éventuellement Kédougou. Oui, Donc ça, nous l'avons acheté, nous allons le mettre à la disposition des jeunes de Kolda, je pense au mois de septembre. De la même manière que nous avons acheté une scierie, parce que, pour ceux qui savent, c'est que le secteur de l'artisanat à Kolda est marqué par une forte prédominance aussi des menuisiers, oui, mais qui aujourd'hui ont du mal à accéder à leurs matières premières. Donc avoir une scierie permet certes de créer des emplois, mais de permettre de régler cette question de difficulté d'accès à la matière la première. matière Donc première. des initiatives comme ça, nous les déroulons. Ce que vous voyez très rarement dans les communes du Sénégal. Très, très rarement. Mais voilà un peu. J'aurais pu donner Beaucoup d'autres plus, exemples oui. en matière de santé, de culture, etc. D'éducation, Mais il y a d'autres défis qui vont venir. Ce qui nous importe le plus, c'est que les questions de sécurité soient derrière nous. Euh, et qu'on puisse Nous avons avoir tous été faire. ici dans des périodes difficiles où il y a eu quand même beaucoup d'accidents parce qu'on n'avait pas créé des ralentisseurs dans la ville dans les conditions qu'il fallait. Ouais, Mais on a mis beaucoup d'investissements de ce côté-là. Nous en faisons. Peut-être que bon, le déficit, c'est de la communication, mais c'est peut-être l'objet de notre rencontre. exactement, c'est Moi, ça. ce que je loue le plus, c'est l'implication de toute l'équipe municipale. Donc, quand nous sommes en session du conseil municipal, vous ne pouvez pas savoir ceux qui ont été élus sous la bannière dans laquelle moi je suis parti ou ceux qui étaient dans un autre camp. Nous avons 99% de nos délibérations ont été votées à l'unanimité. Et nous avons une des communes les plus performantes du point de vue des évaluations, autant par le PACASEN que par des autres institutions qui nous mesurent. Si, ça vous Maintenant, donne il y des a un autre félicitations. aspect qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la redevabilité. La redevabilité parce que nous avons promis de rendre compte quotidiennement, en fait, périodiquement au Coldois. Nous l'avons fait une fois ici avec des jeunes qui étaient surtout les acteurs sociaux, que je vais appeler comme ça. Nous l'avons fait une fois aussi avec le Forum civil, nous avons fait une autre fois avec la presse. Cette fois-ci, nous sommes en train de travailler pour un schéma beaucoup plus scientifique, en donnant toutes les réalisations qui ont été faites par la commune de Kolda depuis le mois de février jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et le Forum civil va faire une évaluation. Ils vont aller sur site. Si on leur dit, on a construit 20 blocs, par exemple, d'hygiène dans les écoles, ils vont aller Sur le visiter terrain. et ils vont noter que c'était effectif, que c'était 20 blocs et qu'ils sont aux normes. On dira la même chose pour les salles de classe et tous les autres investissements qui ont été faits. Et à ce moment-là, ils sauront ce que nous avons fait et ce qui reste à faire par rapport au programme que nous avons soumis au cours. Je ne vais pas être plus long parce que j'imagine que vous avez d'autres questions. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, on pourra les aborder selon vos préoccupations. C'est important. Donc, nous avons constaté aussi déjà que dans tous les secteurs d'activité, vous avez procédé d'une manière structurelle. Donc, c'est ce qui vous a permis, déjà l'année dernière, l'écurage, nous avions constaté que c'était au milieu pratiquement de la saison des pluies. Cette année, vous avez été un peu plus proactif, vous avez pris de l'avance. Donc, nous saluons déjà cette proactivité et ces leçons que vous avez appris déjà de la première année du mandat. Du point de vue de la santé et de l'éducation, je vais commencer par l'éducation. Vous avez fait beaucoup d'efforts, des salles de classe qui ont été construites, je pense 13 au total, plus des blocs sanitaires, comme vous l'avez dit, et l'appui aux élèves en classe d'examen. Mais nous avons constaté aujourd'hui que Kolda, depuis presque des années, est toujours dernier au niveau donc, des résultats au niveau national. Quel est déjà le ressentiment du maire de la région de Kolda de voir que sa région est en dernière position et quels sont ce que vous avez prévu déjà pour pouvoir appuyer ces écoles et ces élèves pour au moins qu'on puisse rehausser le niveau les années à venir, Inch'Allah. Bon, maintenant, moi, le classement là, moi, je le dilue. Hein. En fait, on va dire qu'on est dernier parce qu'on va prendre le nombre de candidats et on va voir les taux Le de réussite. pourcentage. Mais en réalité, c'est que notre région accueille beaucoup de candidatures libres. Donc, c'est ça qui impacte négativement sur les performances de la région. Il faut essayer de vous intéresser à ça. Je n'ai pas envie qu'on dise qu'on est dernier et je ne vais pas m'en contenter. Je sais aussi qu'il y a beaucoup aussi qui viennent à Kolda pour faire le bac avec un statut de candidat libre. Donc ça impacte très négativement sur les performances de Kolda. De notre côté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des efforts à faire. Nous sommes, qu'on le veuille ou pas, soyons lucides, nous sommes une des régions les plus pauvres du pays. D'accord? Il est très difficile pour les élèves d'avoir à leur disposition les manuels scolaires qu'ils peuvent avoir normalement pour un bon élève de terminale ou de troisième. Et cette difficulté à avoir les manuels scolaires pèse dans leur performance. Quand vous avez une population où l'encadrement scolaire s'arrête à l'école,
vous êtes mieux loti, moins bien loti que celui qui peut avoir des cours du soir à domicile. D'accord? Donc, c'est à nous d'innover pour voir comment encadrer les jeunes de Kolda dans le cadre du processus de révision. Et ça, je pense qu'avec les étudiants, par exemple, on peut le faire. Bien. Comment on peut les encadrer pour que les révisions, ceux qui ne peuvent pas avoir les moyens d'avoir des répétiteurs à domicile, puissent disposer de commodités comme celle-là. Ça, c'est une innovation qu'on peut lancer. Ou bien aussi, au niveau de la bibliothèque municipale, parce que j'ai même pas, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est difficile pour moi de tout citer parce que j'oublie, mais nous avons une bibliothèque municipale. Donc, cette année, ce qu'il faut faire, c'est d'acheter tous les manuels et en quantité pour les classes d'examen dans un premier temps, pour que les élèves qui ne peuvent pas acheter des fascicules de mathématiques ou de sciences physiques, etc., puissent en avoir dans une bibliothèque et ils ont au moins un accès à des livres qui leur permettent de faire les révisions conformément à ce qu'ils veulent comme ambition personnelle. Et je pense que ça aussi, en dehors de la bibliothèque multimédia que nous voulons lancer parce que les études sont en cours, ça pourra répondre à cette question-là. Et la mairie de Kolda est en partenariat avec une institution privée aussi qui veut quand même venir implanter un institut de formation ici sur les matières scientifiques. Donc, quand ce projet aboutira, Inch'Allah, il y aura quand même un établissement qui va être dédié aux enseignants scientifiques et ça peut aussi changer l'offre de formation. J'avais vu de bonnes initiatives qui avaient été prises par le président du département, le ministre Moussa Baldé, qui concernaient l'enseignement des mathématiques. Mais ce sont des initiatives comme ça aussi qu'il faut encourager. Et peut-être avec l'implication des uns et des autres, ça peut changer. Quoi qu'on puisse dire, le besoin d'appuyer les élèves est là. Et donc, c'est à nous d'apporter les innovations qu'il faut pour leur permettre d'être dans les conditions de performance. C'est important. Déjà que vous parlez du professeur Moussa Baldé, on va parler du point de vue sanitaire du conseil d'administration de l'hôpital régional que vous partagez. Donc, je pense que vous avez un siège au conseil d'administration et c'est le professeur lui-même qui est le président du conseil d'administration. Nous constatons que, voilà, vous avez cité du point de vue sanitaire les efforts que la municipalité a fait au niveau des postes de santé et du centre de santé. Nous voyons que l'hôpital régional, le centre hospitalier régional est un peu délaissé. Et en tant que membre du conseil d'administration du centre hospitalier régional, quel est votre apport pour qu'au moins le plateau médico-technique soit plus relevé? Nous connaissons déjà que vous faites des efforts du point de vue personnel, car vous aviez amené un appareil dentaire et beaucoup d'autres lots. Mais quel est votre poids au niveau du conseil d'administration de l'hôpital régional? Moi, mairie de Kolda, j'ai plus de cibles que l'hôpital régional. Ceux qui fréquentent les postes de santé et les centres de santé de Kolda sont plus nombreux que ceux qui fréquentent l'hôpital régional. Je suis certes membre du conseil d'administration, mais être membre d'un conseil d'administration ne suppose pas aussi qu'on soit, par exemple, quelqu'un qui va cotiser dans le cadre des outils d'investissement. Et au moins une voix audible. Une voix audible, oui, nous faisons le plaidoyer. Je n'ai pas envie, c'est l'actualité, au moins beaucoup de jeunes Kolda se sont plaints de l'administration de l'hôpital. Oui. Je pense qu'une réponse a été donnée hier par l'État central. Donc, vous voyez, c'est des questions comme ça, donc c'est assez difficile à aborder parce que ça concerne aussi des personnes. Mais nous pensions que le management de l'hôpital devait être réformé. Donc, heureusement qu'il y a eu un processus de réponse et ça permettra de donner d'autres solutions. L'autre question, c'est qu'à un moment, la rivalité politique s'était mêlée à la gestion de l'hôpital de Kolda. Quand les jeunes de Kolda ont tous fait un plaidoyer pour avoir un scanner, mais le ministère de la Santé n'avait pas un lieu à l'hôpital régional pour abriter le scanner. Il fallait construire un bâtiment. Nous en avons été informés, je l'ai construit, mais après, le bâtiment n'a pas servi à ça, parce qu'il y a eu des rivalités politiques qui ne voulaient pas qu'on dise que c'est... Voilà, vous voyez. Donc j'ai dit, je vais me concentrer d'abord sur une cible plus grande, ce sont les populations résidentes de la commune, et c'est ma compétence transférée. Et je vais me concentrer pour mettre les centres de santé et les postes de santé à des niveaux d'offre de soins qui peuvent permettre qu'on soulage l'hôpital. Mais ça ne m'a pas empêché, tous ceux qui savent comment fonctionne l'hôpital savent qu'à la fin de chaque saison hivernale, les opérations de désherbage de cet hôpital sont faites par moi, sans pour autant que ça fasse de bruit. Et les premières années, j'étais assez choqué parce que c'était le lieu de résidence de serpents, de chiens qui venaient faire leur gestation. Vous voyez, c'est des situations comme ça que nous avons vécues dans cette école. Nous avons beaucoup contribué en matière d'équipement. Mais aujourd'hui, je me dis qu'avec la nouvelle direction qui va s'installer au niveau de l'hôpital régional, nous devons porter un nouveau plaidoyer et trouver les solutions qu'il faut.
Et quoi qu'on puisse dire aussi, il faudrait que l'État pense mettre au niveau de la région de Kolda un autre hôpital. Parce que d'abord, le site qui a été choisi pour cet hôpital n'est pas aux normes. Et quand, quand cet investissement se faisait, nous n'avions pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Kolda, du point de vue démographique, du point de vue même des enjeux, a plus d'importance que Sédhiou ou Kaffrine, et qui ont maintenant un plateau médical supérieur au nôtre. Donc c'est à l'État aussi de réinvestir, et ce plaidoyer doit être porté. Mais d'ici là, au moins j'espère que cette fois-ci, tout ce qui doit être fait comme effort pour une gestion saine de l'hôpital sera une réalité, et ensuite qu'il y aura les outils de planification qui permettront de dire voilà les besoins en investissement sur N plus 1, R plus 2, voire N plus 5, et ça permet une meilleure gestion des besoins. C'est ça qui manquait à Kolda. Donc aujourd'hui, par exemple, vous savez tous qu'il y a un déficit d'eau dans la ville, mais vous ne pouvez pas avoir une entité de dialyse ici qui peut manquer d'eau. Mettre un château d'eau qui peut produire jusqu'à 5000 mètres cubes, c'est rien du tout pour nous. Mais c'est la planification qui permet de dire que c'est un besoin. Je le connais parce que je sais que c'est une requête forte qui avait été faite par ceux qui aujourd'hui viennent là-bas pour les séances de dialyse. Donc ce sont des sujets sur lesquels j'espère qu'on pourra statuer et on pourra dire voilà ce qu'il faut faire pour soulager l'hôpital régional de Kolda. Maintenant, il y a d'autres questions qui sont quand même qui relèvent de l'État central. Et j'ai entendu le président de la République en parler, j'espère que ça va être une effectivité. Pour les spécialisations, il faut créer des mesures attractives pour que certains spécialistes acceptent de fréquenter les régions éloignées. Parce que si elles sont à Dakar, elles peuvent exercer dans le privé. Donc, c'est des prestations comme des radiologues, des dentistes, des ophtalmologues, etc., qui n'aiment pas, enfin, pas, parce que simplement, ils peuvent gagner mieux ailleurs, qui ne peuvent pas être rémunérés au même titre que des médecins qui servent à Dakar. Donc, il faut qu'il y ait une ségrégation positive. Le président de la République en a parlé. J'ai été très sensible à ce sujet-là. Ça nous permet aussi de mieux répondre, parce que le plus souvent, c'est ça aujourd'hui. On vous dit, oui, il n'y a pas de spécialiste de telle pathologie à Kolda. Mais c'est parce que justement, celui qui est affecté là ne voit pas l'intérêt de rester là. Maintenant, chacun est libre d'aller travailler où il veut. Maintenant, si l'État veut que les hôpitaux de nos régions soient pourvus de ces spécialisations, il faudrait qu'il fasse l'effort d'investir dans le potentiel humain du pays. Exactement, c'est important. Et en ce sens, on ose espérer, en votre qualité de maire et de voix audible de Kolda, que vous pouvez discuter déjà avec votre frère qui est ministre, qui siège au Conseil des ministres, parce que nous constatons que toutes les grandes décisions, ça se prend au niveau de la table du Conseil des ministres, et qu'au moins en synergie, vous pouviez porter les plaidoyers de Kolda, qui se situent déjà au niveau donc, de l'hôpital, de l'éducation et de tout ce qui touche aux problèmes fonciers. Donc d'ailleurs, c'est sur ce point qu'on va venir. Nous constatons que vous aviez commencé des chantiers. Je peux citer la piscine municipale qui peut être une très grande utilité pour les Koldois, qui est une région relativement chaude. Et nous constatons aussi que vous aviez commencé une esplanade en face de la mairie. Et ce sont des chantiers qui sont toujours en cours. À ajouter cela, les chantiers inachevés, l'aéroport de Kolda, l'université, tout ça. Je vais toucher parce que ça ne peut pas être tout le temps de votre domaine de compétence, mais j'en profite pour les toucher. La salle des fêtes, il y a des gens qui commencent à en parler. L'ancienne gare routière, nous voyons que déjà, c'est des sites qui sont donnés à des tiers privés. On ne sait pas à quelle fin. Donc, quelle est la politique de la municipalité sur ces chantiers inachevés et quelle est la politique de la municipalité en même temps pour avoir une politique d'intercommunalité et avoir beaucoup plus d'espace au niveau donc, de la commune de Kolda. C'est beaucoup de questions. Oui, c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions en même temps, mais je vais essayer de les disséquer. C'est ça, on essaie juste d'abord sur certains grands projets de l'État comme les universités ou l'aéroport, quand même, c'est des besoins forts. Les populations de Kolda sont même en train de s'organiser pour demander la continuation des travaux. Aujourd'hui, nous sommes une région frontalière de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée. Donc, avoir un aéroport ici, avec les vols domestiques qu'a commencé Air Sénégal, au moins, on aurait pu avoir un hub ici de transport vers les autres localités, comme je dis, des pays limitrophes. C'est déjà une bonne chose, sans compter que le besoin est là pour pouvoir finir cet aéroport. Ne serait-ce que pour les opportunités que ça peut ouvrir en termes de mobilité et J'ai eu info même aussi que ça faisait partie des 3
aéroports qui contribuent le plus à l'économie aéroportuaire du Sénégal. Voilà. Donc ensuite, l'université, comme je l'ai dit, nous avons un des plus grands taux de déperdition de nos bacheliers dès qu'ils sont à l'université. Mais je pense que au moins les nouvelles autorités étatiques vont continuer à finaliser ces deux-là, qui ne dépendent peut-être pas de nous, mais qui peuvent, comme vous l'avez dit, hein, dans l'entame de la question, qui peuvent découler aussi d'un entregent positif qu'on peut avoir. Donc le plaidoyer qui peut être fait par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat à Montaga, comme aussi, bon, ça au moins vous le savez, bon, du point de vue professionnel et humain, beaucoup des membres du gouvernement actuel sont des cadets du maire de Kolda, soit à l'université de Saint-Louis, soit à l'ENA. Je taquinais tout à l'heure dans le cadre de la réunion que nous avons tenue avec en fait, les services techniques qui nous accompagnent. Je disais à la directrice régionale de l'assainissement que votre ministre était mon condisciple à l'université, c'est le ministre de l'hydraulique et de l'eau, Cheikh Tidiane Dièye, donc, qui est un cadet à l'université que je connais comme un ami, un frère, donc comme beaucoup d'autres ministres. Et ça peut permettre peut-être qu'on pose ces questions-là. Maintenant, pour les chantiers que nous-mêmes nous avons commencé, celui qu'on dirait inachevé pour le moment, c'est celui de la piscine municipale et du parc. C'est la seule contrainte que nous avons, et tout le monde la connaît, c'est que l'abattoir doit être déplacé. Mais aujourd'hui, nous avons un problème de site qui doit accueillir l'abattoir. Je ne vais pas, pour les besoins d'une piscine municipale et d'un parcours, priver les Coldois d'une aire d'abattage. Donc, conséquemment, de viande. Je ne peux pas. J'ai demandé, maintenant le gouverneur a été sensibilisé sur cette question-là. Et nous sommes en train de voir avec le CRZ comment avoir une aire d'abattage. Pour ceux qui savent aussi, en allant vers Sarekemo, il y a une entité qui avait été mise en place qui devait servir à accueillir tout ce qu'il y avait dans la filière viande. Malheureusement, il n'y avait pas un réseau d'assainissement qui permettait de pouvoir le rendre fonctionnel. Ce n'était pas un ouvrage de la mairie, c'était un ouvrage de l'État. Maintenant, nous avons fait aussi le plaidoyer au niveau de la Géroute pour qu'on nous permette de couper la route et de pouvoir avoir un ouvrage d'assainissement qui va vers l'exutoire naturel qui est le fleuve. Donc si ça c'était effectif, on aurait tout de suite fini cet ouvrage-là parce que c'est un projet, c'est même pas du point de vue financier un de nos projets les plus importants, c'est l'un des plus petits. Vous ne pouvez pas avoir une ambition de faire un stade municipal et vous allez juger sur un projet de moins de 25 millions. Donc, mais rassurez-vous, nous sommes en train de trouver une solution pour déplacer l'abattoir et finir ce projet-là. Ce que nous voulions de ce côté-là, c'était en dehors de la piscine, hein, il y avait quand même cette promenade des Kolda où on allait avoir un parcours sportif et des espaces où on va avoir une esplanade qui va descendre vers le fleuve et qui allait être une aire de fréquentation des jeunes, mais une aire correcte. Où, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, mais très souvent, même ici, pendant les fêtes, tous les jeunes, les enfants surtout de Kolda, vont se regrouper à la gouvernance. Donc ça veut dire que les espaces qui doivent être mis pour leur attractivité doivent être vraiment très vite construits. Mais, je vous rassure, la seule question qui bloque la fin de ce chantier-là, c'est ça. Mais je ne vois pas d'autres chantiers qui ne sont pas achevés. Bon, maintenant, nous, en dehors de ça, dans le budget de 2024, nous avons le projet de construction d'une salle de spectacle pour les jeunes de 500 places, qui va être, comment on dit, qui va être abritée dans le site de l'ancien garage. Et donc, c'est vous dire qu'il y a d'autres investissements qui sont en cours, qui ont autant d'impact, du point de vue de l'attractivité pour les jeunes et pour les populations de Kolda. Donc, sur la question de la disponibilité foncière de nos projets, vraiment, nous n'avons, pour le moment, c'est mon opinion personnelle, peut-être que je me trompe, mais nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'utiliser l'intercommunalité pour pouvoir devoir solliciter les communes limitrophes. Parce que dans l'exposé que nous avons fait sur le projet de nouvelle ville de Kolda sur le domaine de la ZAG, il s'agit quand même d'une assiette de 300 hectares. Kolda déjà, le Kolda oui, dans la commune. Le Kolda qu'on connaît est bâti sur 600 hectares. Donc c'est comme si vous créez un tiers de ville nouvelle. Donc si vous avez une ville qui est bâtie sur 600 hectares et que vous avez 300 hectares supplémentaires pour faire tous ces investissements, vous avez assez de terre pour pouvoir faire ce qu'il faut. Maintenant, de ce côté-là, tout ce que nous avons pensé comme projet structurant et avec des éléments de planification connus sont logés là-bas. Dans ce site-là, il y a la fourrière municipale, il y a la gare des gros porteurs,
il y a le stade municipal, il y a le périmètre maraîcher que nous voulons faire, le village artisanal pour les menuisiers, il y a l'unité de pisciculture qui doit être faite, le hub de transformation des femmes, un lotissement administratif pour les populations de Kolda, une cité de la diaspora pour les résidents de Kolda à l'étranger, etc., etc. Et ça, c'est vous dire que nous avons quand même assez d'espace pour pouvoir contenir tous nos projets et programmes. Et la commune de Kolda, pour cette année d'ailleurs, va lancer son projet de parking municipal. Mais ça, les assiettes sont dans l'enceinte de la ville actuelle. Donc il y a beaucoup de projets que nous allons lancer. La salle des arts martiaux, nous la domicilions euh, au niveau du centre socio-éducatif qu'il y a à Sarekemo. Donc, et avec un programme d'équipement de 22 millions qui va concerner du matériel sportif qui va être mis à la disposition. C'est vous dire que ce n'est pas un problème d'espace, mais écoutez, comme vous dites, ça fait 2 ans que nous sommes là. Si vous vous rappelez, la première année, les budgets sont venus à fin d'année. Oui. D'ailleurs, il a fallu, parce que je pense que la paire avait perdu les grandes collectivités territoriales, ils avaient tardé à mettre à la disposition des collectivités territoriales les fonds, tout le monde le sait. Donc, c'était comme une année zéro. Donc, si sur une année, vous avez pu travailler, tout notre travail a consisté à utiliser ce report peut-être pour faire des investissements plus organisés l'année en 2024. Et ce sont ces projets-là que nous devons lancer sous peu. Mais rassurez-vous, nous avons des espaces pour le faire. Même dans le périmètre communal actuel, il y a beaucoup d'équipements qui peuvent être hébergés dans les différents quartiers. C'est bien. Donc, nous encourageons et nous souhaitons vraiment bonne réussite sur tous ces projets. Merci. Donc, l'autre point, c'est que nous avions constaté récemment que le DESCOS était là pour au moins faire l'état des lieux de toutes les constructions anarchiques au niveau donc de la région. Et nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont été dédommagés, certes par le MCA, mais des familles et des entreprises qui ont été déguerpies. Maintenant, quel est le projet de la municipalité pour au moins que ces gens soient dédommagés? Ou est-ce qu'en amont, il y avait déjà quelque chose, une discussion qui pouvait permettre d'avoir une dérogation ou bien d'avoir un projet de substitution pour que ces gens puissent au moins se reloger? Donc, les entreprises, je n'en connais pas pour le moment. Bon, je peux en citer l'espace de Abdul Wahab, qui avait déjà un lavage, et ces restaurants qui étaient donc sur la route. Ah oui, non. Quand vous faites de la construction sans droit ni titre, vous êtes en tort. Oui, ça c'est une réalité. Il faut que les gens acceptent ça. Je vous dis, ce qui a retardé la route de Sarekemo, et les populations de Sarekemo le savent, ce sont 2 ou 3 personnes qui ont construit sur la route. Vous ne pouvez pas venir les casser, vous leur donnez au moins 1 mois de sommation, avant même que vous le trouviez, ça vous prend un autre mois. Donc vous voyez, ça retarde des projets, et après, ce sont les mêmes soldats qui vont vous dire, oui, maintenant l'hivernage est là. Vous voyez, Sintian Tunturu, Bantangel, l'axe là-bas aussi, il y avait quelqu'un qui avait construit au milieu de la route. On ne peut pas laisser les gens continuer, il faut refuser ça. Oui. Le premier préalable, même si c'est des situations difficiles à vivre, ce qui s'est passé, c'est que le service régional de l'urbanisme a servi beaucoup de sommations d'arrêt de construction dans beaucoup de quartiers à Kolda. Le premier motif de la venue de la DESCOS à Kolda, ce sont des constructions dans ce qu'on appelle les zones non édificantes. Les zones non édificantes, ce sont des zones où quand vous construisez, vous savez que vous vous mettez en danger tout de suite, tout seul. Mais maintenant, quand il y aura des inondations, demain on va dire, oui, les gens n'ont pas travaillé. Comment vous pouvez trouver des zones comme des rizières, vous voulez construire dessus, vous n'avez pas de titre de propriété, vous n'avez rien, vous voulez construire, après vous allez créer des problèmes que vous ne pouvez pas gérer, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup de quartiers où la vocation des lotissements qui avaient été faits avait été dévoyée. D'accord? Donc, malgré toutes les sommations d'arrêt qui ont été servies par l'urbanisme, les gens construisaient parfois exprès les dimanches ou construisaient la nuit. Et lui, il s'en est rendu compte, il s'en est ouvert à ceux qui ont en charge la mission de surveillance du territoire pour leur dire qu'il faut une intervention pour arrêter tout ça. Et donc, peut-être que l'actualité a parlé de ceux qui sont le long du fleuve Casamance à cause de l'impact économique avec les MCA et tout. Oui. Mais le gros des arrêts de travaux concerne des gens qui sont dans des quartiers comme Gadapara, comme Bel Air, comme Sintian Tunturu, Sintia Idrissa, et qui ont construit en toute illégalité et qu'il fallait arrêter tout de suite. Ça, c'est le gros des personnes qui étaient concernées. Les autres savent que c'est le domaine fluvial. Quand bien même vous voulez exploiter le domaine fluvial, on vous dit que ça doit être des installations précaires et révocables. Vous voulez mettre des investissements lourds dessus. Et vous voulez que si les gens
les populations. Parce que moi, les berges du fleuve ne m'appartiennent pas, elles appartiennent au Kolda. Bien sûr. Quand même, soyez d'accord que le pont de Kolda, de part et d'autre, doit être un espace très beau, mais nous, on ne peut pas faire d'investissement parce que des personnes viennent y faire des occupations irrégulières sous prétexte d'exercer des activités commerciales, économiques qu'elles pouvaient faire ailleurs. Donc, mais nous n'avons pas encore cassé, nous n'avons pas déguerpi. Ce que nous avons fait, c'est de leur servir des sommations parce que même par mégarde, on pouvait casser l'entité de quelqu'un qui était en règle. Donc, toutes les personnes qui ont été concernées ont reçu des convocations et sont parties à l'urbanisme pour voir si elles sont en règle ou pas, en leur donnant un délai. D'accord? Maintenant, ce que nous avons fait pour diluer un peu, parce que c'était une nouveauté à Kolda, c'est que le délai était arrivé à expiration, ils se sont constitués en collectif, d'ailleurs nous étions en réunion cet après-midi, ils sont venus solliciter un délai supplémentaire. D'accord? Ce que j'ai accordé, parce que je voulais d'abord qu'on sache d'abord ceux qui sont en règle ou pas, ceux qui ne sont pas en règle doivent quitter. Parce que cette esplanade-là doit être à la disposition de tous les Koldois. Donc, il faut aussi qu'on accepte que si on veut faire du beau, il faut qu'on accepte que ce qui nous appartient à nous tous soit mis à la disposition de tout le monde. Donc, ce n'est pas une affaire qu'on a décidé à la va-vite. C'était un long processus. Allez dans beaucoup de quartiers comme Bel Air, comme Gadapara, etc. Vous verrez en rouge écrit arrêt, voilà, urbanisme même avant Descos. Mais les gens continuent à... Donc, il ne faut pas mettre les collectivités territoriales devant une situation de fait accompli. Aujourd'hui, si quelqu'un avait construit comme ça sur un terrain qui t'appartenait, tu aurais souhaité qu'on démolisse ce qu'il a mis là-bas pour que tu puisses avoir ton bien. Donc, mais nous essayons d'avoir un processus humain pour mieux encadrer. Et c'est ça que nous avons lancé comme approche avec eux, étant entendu que nous voulons, parce que parfois aussi il y a des acteurs économiques dedans, nous voulons que ce soit moins difficile pour eux que ce qui pouvait se faire, parce que normalement, si nous voulions, aujourd'hui, nous aurions pris possession de tous les sites qui étaient concernés. Donc il y a un délai où nous sommes en train de nous organiser pour trouver une meilleure formule pour ça. Donc pour l'esplanade, je rappelle, hein, cette esplanade-là, c'est un vieux projet que nous avons trouvé ici, parce que vous m'en avez parlé tout à l'heure, je vais oublier de répondre. C'est un vieux projet qui était là. Initialement, la mairie de Kolda, l'équipe municipale sortante, avait contracté avec la GTIP. Et la GTIP devait avancer les fonds sous forme de prêt, justement, à la mairie de Kolda pour faire l'esplanade. Donc, quand moi je suis venu, le projet a été soulevé par Promoville, qui devait pouvoir le faire gratuitement au niveau pour Kolda. Et justement, donc, entre le changement de prestataire et les procédures annexes, donc le marché a été lancé, il a été gagné par un prestataire qui aussi a dû s'arrêter une ou deux fois parce que le Promoville n'avait pas payé. Mais là, je pense qu'ils sont venus, ils vont accélérer. Et n'oubliez pas que la station-service qu'il y a à côté devait disparaître. Oui. Parce que justement, vous ne pouvez pas avoir un établissement comme une esplanade et continuer à mettre les populations en danger. Oui. Et donc, c'est une question aussi qui doit être réglée. Mais voilà ce qui a un peu retardé l'esplanade. L'objectif, c'est d'avoir justement un espace comme ça au milieu de la ville qui peut servir de centre d'intérêt ou centre de convergence pour les populations. Mais il va, Inch'Allah, il va bientôt être prêt et mis à la disposition des populations. Ça, c'est un besoin urgent. Donc, c'est sûr même que j'allais venir. Mais vous avez déjà éclairci parce qu'on avait eu écho que le régime sortant avait déjà les fonds sur place. Donc, vous, quand vous étiez venu, vous avez déjà trouvé un projet qui était déjà financé. Il fallait juste dérouler. Donc, on a eu écho de toutes ces informations. Oui, mais moi, je trouve quelqu'un qui me prête de l'argent. Et je trouve quelqu'un qui me le fait gratuitement. Je préfère prendre l'argent qui devait être payé pour le mettre à la disposition d'autres projets de Koldois que de le payer inutilement. Maintenant, la seule chose, et c'est pourquoi moi j'interviens, en fait, je fais toujours une ségrégation positive pour travailler avec des entrepreneurs locaux. Quand un marché est gagné par un entrepreneur qui vit à Kolda, lui-même, il n'ose pas retarder ça. Parce qu'il sait que les populations le surveillent et il aura une pression supplémentaire. Et c'est pourquoi, si vous regardez, 90% de nos marchés sont exécutés par des entrepreneurs qui sont domiciliés à Kolda. Donc celui-là n'était pas domicilié à Kolda. Donc il fallait parfois même le sédoyer verbalement. Alors viens s'il te plaît finir ça, parce qu'on n'a pas de moyens de contrainte. Si vous voulez l'obliger, c'est l'autorité contractante qui est Promoville qui devait pouvoir le faire. Mais bon, j'ai quand même vu la personne qui doit finir les travaux, qui est là, et qui doit le finir sous peu, Inch'Allah. Très bien. Donc de bonne foi, si vous le faites, c'est déjà bien que la municipalité pense rationaliser les moyens dont dispose la commune. Mais vous pensez que le bailleur ne pensera pas que c'est un détournement d'objectif?
que les fonds alloués à un espace public soient alloués déjà à une autre chose? Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est AGETIP qui devait nous financer. Donc, si on devait travailler avec AGETIP, moi, quand je suis venu, je devais aller signer avec AGETIP, ils mettent l'argent à notre disposition. Ça n'a pas été fait. C'est parce que j'avais un projet alternatif où Promoville mettait cet ouvrage à la disposition des Coldois gratuitement. Donc, je n'ai pas continué le processus avec AGETIP. Il n'y avait pas de budget où j'ai signé, parce que c'est vrai que ces conventions de financement peuvent exister, mais après, les paiements se font de façon échelonnée. Et donc, je n'ai pas engagé la signature de la mairie pour signer avec AGETIP. J'ai juste arrêté le processus et j'ai profité de l'opportunité que nous donnait Promoville. Très bien. Merci pour cette info, parce qu'il y avait beaucoup de désinformation Ah, là-dessus. Et puis, il est bien, concernant le fleuve et les réactions du DESCOS, il est bien de rappeler qu'avant la réaction du DESCOS, le Premier ministre, en Conseil des ministres, avait déjà dit que toute structure qui est sur une zone non Nefgandi va tôt ou tard quitter. Donc, ça va en adéquation avec la réaction de la municipalité. ouais. Et on me signale que le temps nous est imparti. Donc, je voulais juste en venir avec votre venue à Kolda. Je pense que vous êtes là depuis 48 heures maintenant. Vous avez eu à faire quelques démarches. Nous sommes en plein période hivernale. Et qu'est-ce qu'il y a comme projet urgent? Parce que les Koldois attendent qu'il y ait une opération de saupoudrage, alors qu'il y a beaucoup de moustiques. Et ça. Est-ce que la mairie, la municipalité, avant que le maire ne quitte, il y a quelque chose qui est Il prévu? n'y a pas d'urgence pour ça. L'opération de sauvetage, c'est une opération classique qui est faite toujours par la commune à des dates qui nous sont indiquées par notre partenaire qui est le service d'hygiène. Donc, la réunion de ce soir, justement, concernait, entre autres sujets, celui-là. Donc, ce qui doit être fait sera fait. Mais je pense aussi que ceux qui connaissent ce métier-là, c'est le service d'hygiène. Ils le connaissent mieux que moi, ils le connaissent mieux que les populations. Et donc, vous verrez sous peu ce qui va être fait de ce côté-là. Donc, mais maintenant, aujourd'hui, c'était, comment on dit, nous venons travailler sur la. En fait, la mairie, c'est une question de gestion quotidienne. C'est vrai qu'il y a une équipe municipale avec les adjoints, les conseillers municipaux, les présidents de commission, et il y a les services administratifs. Donc, les postes de santé, les centres de santé, les écoles et tout ça, ça fonctionne soit par le biais d'organismes propres ou bien par le biais de comités qui aussi représentent la commune là-bas dans le cadre de l'administration de ces structures-là. Mais cette fois-ci aussi, il y avait quand même quelques urgences à voir du point de vue de l'organisation parce que nous allons vers des passations de marché assez importantes où nous ne pouvons pas, parce que vous savez aujourd'hui que la question de la reddition des comptes est entrée dans les mœurs des populations sénégalaises. Tous les préalables que vous devez prendre pour que tout se fasse dans les règles doivent l'être. Donc, c'était des projets assez importants, assez stratégiques pour Kolda. Il nous fallait travailler avec les services techniques, avec les prestataires, avec mon administration propre, pour qu'on mette les vrais jalons de procédure qui vont nous épargner tous les manquements qui peuvent nous être reprochés demain. Parce que c'est de l'argent public, mais c'est de l'argent qui est destiné au Kolda. Donc, aucun franc ne doit être dévié de sa vocation initiale. Et donc, nous devions travailler sur ces sujets-là et sur d'autres préoccupations, d'autres séances de travail. Si vous voulez un résumé de mes 72 heures ou 48 heures, je vais vous dire, j'ai rencontré la section locale du Forum civil qui devait nous faire une restitution de sa mission à Barcelone et qui doit organiser ce qu'on appelle chez nous la journée de redevabilité. Nous avons échangé avec les mareyeurs dans le cadre du processus de mise à disposition de l'ancienne usine de glace et des investissements qui doivent être faits de ce côté-là. Nous avons aussi pêle-mêle travaillé avec des entrepreneurs locaux. Les autres activités, vous avez pu les voir. Donc, c'est un ensemble d'actes d'administration que nous posons au quotidien, soit à ma présence, soit à mon absence. Mais la mairie de Kolda, elle fonctionne. Ce que je dis, c'est que parfois on nous fait de mauvais procès. J'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, il fait plus bon vivre quand vous êtes Kolda que quand vous êtes Ziguinchorois. Il pleut autant à Kolda qu'à Ziguinchor. Vous avez vu ce qui se passe à Ziguinchor? Nous, on n'a pas d'inondation. Mais personne ne s'en contente. Personne ne se réjouit des efforts que nous faisons pour qu'il n'y ait pas d'inondation à Kolda. Hein? Donc, vous avez une ville plus propre que la plupart des villes du Sénégal. Regardez très bien. Vous avez une mairie qui ose acheter une unité de pavage, une usine de pavage, une usine de scierie pour les populations. Donc, ça veut dire que beaucoup de sujets, quand même, nous sommes en avance sur beaucoup de collectivités territoriales. Mais je ne mêle pas la politique dedans parce que mon devoir, c'est de rendre compte. Oui. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, comme dans le cadre de notre échange, je dis aux populations qui m'ont élu,
voilà c'est pourquoi vous m'avez élu, voilà ce que je suis en train de faire. Mais comme je l'ai dit, on va vers une grande journée de redevabilité où toutes les actions qui ont été posées par la mairie, tous les francs qui ont été dépensés au nom des Coldois seront mis dans une liste, seront transmis au Forum civil qui aura une période d'enquête pour voir si effectivement tout ce que nous avons dit a été fait et dans quelles conditions ça a été fait. Et ils vont eux-mêmes soumettre ça au Coldois dans le cadre d'un jury populaire. Combien de maires font ça dans ce pays-là? Mais je n'en ai pas vu, non. Moi, je n'en ai pas vu, sauf le maire de Kolda. Aucun maire au Sénégal ne fait de journée de redevabilité. Nous, on en a fait 2 fois, on est à la 3e journée de redevabilité. Ou ce sont d'autres personnes. Je pense que quand même, on ne va pas soupçonner le Forum civil de connivence avec la commune de Kolda. Donc, au moins, moi, je rassure les populations que nous sommes là pour une mission bien donnée. Et que notre devoir, c'est de travailler pour la satisfaction des besoins des Koldois. Et aujourd'hui, donc, j'ai beaucoup de retours de Koldois qui sont sous forme de doléances ou parfois qui sont sous forme de satisfaction. Donc, les doléances me servent à mieux réarticuler notre action et les satisfactions nous encouragent à mieux travailler. Mais qu'on le fasse dans l'objectivité. C'est important. Nous en réjouissons vraiment. Merci. En tout cas, moi personnellement, je profite de cette antenne pour vous dire que nous nous réjouissons des efforts et nous encourageons la municipalité donc, sur ce siège. Et au passage, ma doléance serait que vraiment, on pense que la présence du maire, parce qu'en 72 heures, faire beaucoup d'efforts, la présence du maire de Kolda pourrait beaucoup accélérer l'état des travaux et ça pourrait au moins permettre aux Koldois de voir les réalisations qui sont en train d'être faites. Au passage, je vais un peu déroger à mon objectif. Est-ce qu'avec l'avènement de ce nouveau gouvernement, on pourra s'attendre à voir le maire de Kolda rallier le gouvernement s'il y a déjà des propositions? C'est grave. Parce que déjà, on s'attend à ce que la région est desservie. Et ça, c'est pas l'arrangement de Kolda. La raison? On est desservie. Non. De GM ministres. On a envie d'avoir beaucoup plus de directeurs non, qui mais peuvent déjà, promouvoir des jeunes comme Idimane. Parce que je suis d'accord. ils ont les compétences. Mais bon, moi, je ne suis pas partisan du nihilisme. À temps égal, si on compare les nominations dans la région de Kolda, sous Macky Sall que je supportais et sous Diomaye Faye, je dis qu'on a plus aujourd'hui que sous Macky Sall. Je rappelle que dans la première année d'exercice de Macky Sall, il y avait une seule nomination ici. C'est celle du DG de l'ONFP, Sanoussi Diakité. N'est-ce pas? Nous, premier magistère Bassirou Diomaye, nous avons un ministre, nous avons déjà, je pense, 3 ou 4 DG. Je ne sais pas, mais de mémoire, je pense que le DG de l'ASP est avec nous, le CROUS de Ziguinchor, le mobilier. Voilà, donc vous en avez 3 ou 4. Donc c'est déjà, comparativement, c'est mieux que les 2 premières années de Macky Sall. Donc je pense que c'est un processus qu'il faut continuer parce que quand même, au niveau de la région de Kolda, je connais beaucoup de jeunes cadres de Kolda qui se sont battus pour PASTEF et qui ont le talent et la compétence pour pouvoir être responsabilisés comme nous sommes en train de le voir dans d'autres régions. C'est valable pour le département de Kolda comme pour celui de Vélingara et celui de Médina Yoro Foulah. Bon, je n'aimerais pas peut-être que ce soit des nominations politiques, mais parce que c'est eux qui ont parlé de rupture, ils n'ont qu'à voir dans les régions ceux qui ont des aptitudes pour pouvoir travailler et servir l'État au mieux de leurs intérêts. Maintenant, mon avenir politique, moi, je me suis engagé dans une aventure avec cette élection présidentielle au nom d'une coalition. D'accord? Laquelle coalition a travaillé et continue de travailler à voir comment on va continuer, quand on dit, notre participation au jeu politique du pays. Donc, dedans, comme je dis, pour ceux qui connaissent mes rapports humains avec Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, ils savent que ce sont des frères pour moi. Et on ne souhaite pas à son frère un échec. Donc, je souhaite vraiment qu'il réussisse. Je ne suis pas demandeur. Il faut que ça soit clair aussi. Je n'ai pas dit que je ne vais pas travailler avec eux ou que je vais être contre eux. Mais je dis, je ne suis pas demandeur. S'ils ont besoin de moi, ils le feront et je viendrai volontiers les aider. S'ils n'ont pas besoin de moi, je continue à forger une offre politique pour mon pays. Et je considère aussi que même si je suis dans une posture d'opposant, ce que le Sénégal a vécu entre 2021 et 2024 doit être oublié. Et c'est pourquoi nous, on a toujours parlé de réconciliation nationale. Donc, on peut critiquer. Comme je ne suis pas d'accord, par exemple, avec la présence du président de la République dans le Conseil supérieur de la magistrature, je peux quand même me réjouir du fait que, au moins,
je considère que mon président de la République actuelle a des valeurs morales qu'il faut enseigner dans les écoles. Parce que qu'un président qui n'a pas honte de reconnaître le leadership politique d'un autre homme qui est sous voilà, son premier ministre, c'est quand même quelqu'un qui est reconnaissant. Et pourquoi on ne doit pas transmettre ces valeurs à la jeune génération? La reconnaissance ne doit pas être une sanction, c'est une vertu. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, sur lesquelles je suis d'accord, et d'autres sur lesquelles je ne suis pas d'accord. À chaque fois que de besoin, d'ailleurs, je prépare une communication pour ça. Je vais donner mon opinion sur la dernière sortie du président, sur les 100 jours, et éventuellement sur tout. Mais pour mon avenir politique, j'appartiens à une équipe politique. C'est à elle de dire sur quelle forme nous allons nous organiser et comment nous comptons travailler. Mais je ne suis pas en train de taper à la porte de quelqu'un pour lui prends-moi. Parce que je connais ma valeur dans ce pays-là. Et je sais que n'importe comment, les Sénégalais m'écoutent. Et les Sénégalais savent que je suis une alternative. Je peux vous taquiner. La dernière fois, il y a quelqu'un, une autorité qui me dit, mais est-ce que tu peux pas être, comment on dit, tu peux pas être celui qui va être le facilitateur dans le conflit qu'il y a entre la presse et le pouvoir actuel? Je dis, mais j'ai quelle compétence pour le faire? Vous voyez, donc je sais aussi que j'ai une place dans le cœur des Sénégalais. Je sais que j'ai des relations humaines, je dis, humaines, privilégiées avec ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et que je n'ai pas osé cacher hier et avant-hier pendant qu'ils étaient infréquentables. Mais ça ne me donne pas de passe-droit, ça ne donne pas aussi de privilèges. Je considère aujourd'hui, quand on s'inscrit dans un destin politique, on ne doit pas oublier les générations à venir. Les générations à venir, elles ont besoin d'exemples. Qu'on le veuille ou pas, je pense que maintenant, un fils de Kolda qui a une ambition n'aura pas honte de décliner son ambition. D'accord? Parce qu'il y a un qui a cassé le plafond de verre, qui est devenu candidat à une élection présidentielle. Et c'est une fierté. Et c'est bien pour que demain, si vous voulez être président de la République, vous n'ayez pas peur de le faire. D'accord? Il faut juste que les gens s'organisent et être plus solidaires, à savoir qu'il y a des précurseurs. Si Ousmane Sonko avait rougi de son score à la première élection à laquelle il a participé, aujourd'hui, il n'allait pas choisir le président de la République du Sénégal, parce qu'il l'a choisi. C'est pas vrai. Mais la première élection à laquelle il a participé, elle ne date pas de 10 ans, et il était passé à l'Assemblée nationale avec les plus forts restes. Donc c'est une dynamique. Et le monde est différent maintenant. Vous connaissez très bien la force des médias sociaux pour savoir que c'est un raccourci pour mieux porter son message en direction des cibles. Ce que je souhaite, vraiment, c'est leur réussite. Parce que ce que vous oubliez aujourd'hui, c'est la forte mobilisation des jeunes Sénégalais pour que Bassirou Diomaye Faye devienne président de la République. Donc, il y a une forte attente. Si cette attente est déçue, ça peut casser beaucoup de choses, même dans la paix civile de notre pays, premièrement. Donc, leur réussite montrera que l'engagement des jeunes Sénégalais n'a pas été vain. Deuxièmement, et ça c'est important aussi, il faut le noter, nous sommes le Sénégal. Nous sommes une vitrine. D'accord? Nous sommes un des pays d'Afrique noire qui avait connu le plus d'avancées démocratiques et de paix sociale. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle l'élan souverainiste. L'élan souverainiste est une réalité dans toutes les jeunes élites africaines. Nous n'avons plus envie d'être portés comme des bébés par quelque puissance que ce soit, qu'on l'appelle France ou États-Unis ou Russie ou ailleurs. Nous voulons penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc cet élan souverainiste-là, la première expérience aboutie civile, c'est le Sénégal. Parce que ceux qui sont en train de porter le projet ailleurs n'ont pas de légitimité politique. Ils sont venus au pouvoir par des coups d'État. Donc c'est le Sénégal qui a porté un élan de reprise en main de notre destin africain. Donc si ça échoue, ça va échouer dans les autres pays africains. Donc il ne faut pas aussi être assez égoïste et ne penser qu'à sa seule personne. Voilà moi ma position. Je ne suis pas dans une situation où je suis en quête d'entrée ou de sortir de qui que ce soit. Et le moment venu, ce qui doit se faire, se fera. Mais j'attends au moins les orientations de l'équipe politique qui me porte jusqu'à maintenant, qui a un très fort ancrage dans la région de Kolda, particulièrement dans la commune et dans le département de Kolda, et aussi qui a un maillage dans les 46 départements du pays et dans la diaspora sénégalaise. Donc ça, c'est une décision collective et elle se fera, Inch'Allah. Donc nous souhaitons, nous en tant que grand public, nous souhaitons la rencontre des Djoubol Djoubanti parce que nous avons... Non, ils ont volé mon... Voilà, donc c'est ce que nous souhaitons parce que la synergie des forces et des idées, vraiment, ça sera exclusivement au bénéfice de tous les Sénégalais. Monsieur le maire, nous arrivons au terme de notre émission. Donc si vous avez un dernier mot à l'endroit des Koldois.
peut-être pas à l'emploi des Kolda, à votre endroit, comme je dis, quoi, vous avez un fort potentiel. Le paradoxe, c'est ça. Kolda, c'est une région avec un très bon potentiel où malheureusement, après, on ne parvient pas à en faire une opportunité. Je vous ai découvert avec plaisir, avec un très bon niveau. Et voilà comment quelqu'un qui, dans d'autres localités, aurait déjà eu une envergure supérieure. Vous avez un très bon niveau, vous présentez très bien, vous êtes correct, vous avez du potentiel. Donc, ce sont ces rêves-là que vous devez oser accomplir. Moi, c'est ce que je dis. Peut-être qu'en passant par votre personne, je m'adresse aux autres jeunes de Kolda. Osez rêver, osez vous battre pour accomplir votre destin. Vous avez les moyens de le faire. Nous avons une jeunesse talentueuse, brillante. Mais il faut refuser le complexe d'infériorité que les gens nourrissent dans leur fort intérieur, dans leur subconscient. Non, vous pouvez atteindre tous les sommets. Dieu sait que vous pouvez atteindre tous les sommets. Nous nous battons pour vous décomplexer. Malheureusement, le Koldois ne sait pas traiter son parent comme il se doit. J'ai une fois taquiné les étudiants de Dakar, je leur dis, vous avez un fils de Kolda qui est professeur agrégé de mathématiques, mais vous le prenez pour quantité négligeable. Donc c'est ça notre problème. Nous avons des modèles, des références, des gens qui se sont battus, qui ont réussi. Mais au lieu que nous en faisions nos modèles ou que nous les soutenions, nous préférons soutenir un autre. C'est triste. Mais moi, ce que je considère comme vraiment bien, c'est que ma vie ici m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes talentueuses et sérieuses. Et ce que je peux dire comme contribution, c'est de vous dire, battez-vous pour la réalisation de votre destin. Loolu rek moo fi nekk. Battez-vous pour ce que vous êtes, battez-vous pour ce que vous voulez être demain. Et la porte de l'impossible va s'ouvrir, Inch'Allah. Donc je vous encourage, je salue vraiment tous ceux qui ont pu nous suivre. Et encore une fois, moi, ma mission à la tête de cette mairie-là, c'est de tout faire pour que le mandat que nous ont donné les Koldois, vraiment, qu'il donne satisfaction aux Koldois. Quels que soient les messages que je reçois d'encouragement, je les mets toujours dans la fenêtre de l'oubli. Je vais taquiner, hein, je vais vous taquiner. Il y a quelqu'un que vous connaissez à Kolda qui est un activiste très, très, très radical, Khrouchtchev Malik, n'est-ce pas? Que j'ai connu par le biais de ses critiques sur ma personne. Bon, je ne suis pas les réseaux sociaux. En fait, je ne suis pas certains trucs dans les réseaux sociaux. Mais il avait fait un texte très dur sur ma personne et qu'il m'a envoyé. Bon, puisqu'il me l'a envoyé, je l'ai lu, il m'a dit, mais tu es dur. Bon, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Que j'appréciais beaucoup parce que je voyais combien il se battait pour les sujets qui concernaient les Kolda. Mais aujourd'hui, c'est un de mes grands amis. Donc, parce que très souvent, il ne fait que me remonter des préoccupations qui peuvent naître de ça et là. Contrairement même parfois au choix de mes équipes politiques qui ne veulent pas que je puisse parler à toutes ces personnes qui me critiquent. Mais même Douma aujourd'hui est quelqu'un que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de personnes qui ne sont pas dans mon camp. Il y a beaucoup de personnes aussi pour lesquelles j'ai de l'affection. Quelqu'un comme Gauthier, qu'on le veuille ou pas, il a été de tous les combats, Guelwar, etc. Ils sont nombreux. Ils ont porté des combats. Il y en a qui sont dans mon camp, il y en a qui ne sont pas avec moi, il y en a qui ne sont que dans le camp de Kolda. Mais il faut tous les écouter. Quand on les écoute tous, ça aide beaucoup à la décision. Moi, ce que je veux, la seule chose que je leur demande, c'est que, quel que soit le discours qu'ils portent, qu'ils sachent être corrects. Parce qu'ils sont aussi des ambassadeurs de Kolda. Ça ne sert à rien d'insulter. Quand vous voulez critiquer un leader politique, qu'il soit Mambo Dia ou Moussa Baldé ou quelqu'un d'autre, ou qui que ce soit, mais critiquez-le sans l'insulter. Parce que, justement, nous, d'abord, nous sommes Koldois, nous sommes une famille. Oui. Donc, et puis, nous-mêmes, quand vous êtes dans l'invective, vous donnez une mauvaise image de vous-même. Donc vous avez une critique, et les critiques sont fondamentales dans l'évolution d'un pays ou d'une collectivité. Donc ils n'ont qu'à continuer à être critiques, à être surtout libres. Et d'une manière objective aussi. Voilà. Objectif, ça c'est le souhait. Oui. Mais maintenant, le verbe est important. Le verbe est important. Donc vous ne jugez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Si vous voulez le juger, demandez-lui des comptes. Moi, je suis payé pour travailler pour Kolda. Donc, je dois rendre des comptes. Et s'ils veulent des comptes, moi, je les donne. Voilà. C'est bon. Donc, nous sommes au terme de notre émission. Nous vous remercions vraiment. Merci vraiment. Ça m'a fait plaisir. Et nous profitons pour remercier au passage tous les viewers et followers de Focus Télévision. Nous vous donnons rendez-vous donc sur un autre numéro bientôt. Merci. Merci.